Ce jeudi 17 octobre, Jean-Michel Jarre est passé à Lille pour présenter son autobiographie Mélancolique Rodéo. Jean-Michel Jarre, on s'en souvient pour ses nombreux albums, notamment Oxygène. Mais pas que, depuis la fin des années 70, il a marqué le monde de l'électronique de manière universelle. Il a travaillé avec Radio France ces dernières années, notamment France Info, pour l'habillage, les jingles, comme un extrait ici. J'ai pu le rencontrer donc ce jeudi au Furet du Nord de Lille. C'est parti, c'est tout de suite. Bonjour Jean-Michel Jarre. Bonjour. Merci de nous accorder quelques minutes pour France Bleu. Mélancolique Rodéo, c'est le livre que vous sortez, votre autobiographie. J'ai envie de commencer par cette question. Pourquoi une autobiographie ? Alors, je me suis posé cette question moi-même. Parce qu'en fait, depuis longtemps, j'avais envie d'écrire un roman. J'avais déjà le titre, Mélancolique Rodéo, l'idée de raconter une histoire à travers des objets. Et en fait, j'ai réfléchi que dans mon propre parcours de vie, j'avais rencontré des personnages tellement romanesques, avec aussi, en vivant des moments tellement particuliers, rencontrer des gens inoubliables. Et les premiers personnages romanesques que j'ai rencontrés, d'ailleurs, étant mes parents. C'est-à-dire mon père et ma mère, chacun sont des personnages de romans. Et forment une sorte au fond, de couple émotionnellement apparenté, qu'on pourrait apparenter à un oxymore émotionnel. Des gens qui se rencontrent, un couple, un homme et une femme qui se rencontrent et qui vont bien ensemble, mais qui sont tellement différents que finalement, ils vont se séparer et ça, c'est une des parties importantes pour moi, en tout cas, dans ma construction ou dans ma non-construction dans un premier temps. C'est que mon père nous abandonne quand j'ai 5 ans et je reste tout seul avec ma mère, avec le duo fragile et précaire que nous étions. Et donc, du coup, ça m'a donné envie de partir de là et de raconter une histoire de manière assez romanesque, oui. Et justement, qui ne soit pas justement une autobiographie classique. Et un des procédés pour ça, et un des thèmes, c'est justement de rentrer dans cette histoire à travers des objets pour rompre avec la chronologie habituelle d'une autobiographie. Donc oui, c'est une autobiographie, mais avec l'idée d'en avoir une approche romanesque et de pouvoir justement faire des sauts comme ça entre le présent et le passé. Alors justement, c'est ce que j'ai ressenti en le lisant. Je suis à 80% du livre, ne me racontez pas la fin, s'il vous plaît. Les objets, les émotions. Moi, j'ai eu vraiment presque les larmes aux yeux dans certains passages, notamment quand vous parlez de la déportation de votre mère, l'abandon de votre père, mais aussi le rire avec le chapitre sur le l'after eight. Ça m'a fait vraiment sourire, même rigoler à haute voix. J'avais une anecdote à vous demander quand vous parlez de votre concert en Russie au début du livre. Vous parlez d'un outil anti-pluie. Alors, j'ai pas tout compris. Est-ce que vous pouvez nous resituer ce que c'est ? Alors, cet outil anti-pluie, moi-même, je n'ai pas tellement compris de quoi il s'agissait, parce que quand on parle avec Fiona Cummins, qui est mon manager depuis longtemps, et bras droit, et on est tous les deux avec le maire Lyushkov, le maire de Moscou à l'époque, et on lui pose la question, Fiona lui pose la question, lui disant, mais s'il y a la pluie, est-ce qu'on fait ce qu'on appelle en anglais un raining date, c'est-à-dire est-ce qu'on le décale d'une journée si vraiment il pleut beaucoup ? Et donc, le maire de Moscou dit non, mais nous, on n'a pas de problème parce que nous contrôlons la pluie. Donc, on éclate de rire parce que ça nous fait rigoler. Ouais. Et il dit non, mais ne riez pas, c'est vrai. Est-ce que vous avez déjà vu un défilé de l'armée rouge sous la pluie ? Oui, c'est ce que vous racontez dans le livre. Donc, je ne suis pas un très grand spécialiste, mais je dis non. Et en fait, non, on a un système qui, effectivement, par rapport qui est un filet qu'on met dans les nuages et qui casse les molécules d'eau. Et en fait, il pleut autour, comme une sorte de grand parapluie, mais il ne pleut pas à l'endroit qu'on a décidé. Qu'on a décidé. Et en fait, ce procédé, d'ailleurs, est un procédé qui, apparemment, aurait été vendu à prix d'or aux Chinois pour les Jeux Olympiques de Pékin. Et du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qui... Et on voyait donc des petites lumières rouges, ce qui a fait dire à notre éclairagiste, qui était un grand éclairagiste américain qui fumait beaucoup et pas que du tabac, en croyant à un moment donné que les Martiens débarquaient sur Terre. Et en fait, c'est vrai qu'il y avait cette espèce de truc qui clignotait dans le ciel. Et il n'a pas plu du tout pendant 15 jours, 3 semaines. Et le lendemain du jour où on est parti, il s'est mis à pleuvoir des trombes pendant 3 semaines. Voilà, vous appelez justement la dimension écologique. Vous faites la blague au maire de Moscou et ils n'ont pas relevé. C'était ça d'ailleurs. Oui, parce qu'effectivement, l'auteur d'Oxygène a toujours été quand même assez conscient des problèmes écologiques. Et je pense que cette histoire de casser la pluie, etc., n'était pas la chose la plus écologique du monde.
Mais en même temps, bon, il y en avait pour 15 jours et la pluie est quand même tombée, mais elle est tombée ailleurs. Donc bon, je pense que c'était pas trop grave quand même et ça nous a permis quand même de faire ce concert dans de très bonnes conditions. Alors, ce qui m'a frappé, moi, dans le livre, en le lisant, l'homme aux 3,5 millions de spectateurs est en fait un homme super simple, un monsieur tout le monde. Est-ce que vous considérez comme ça aujourd'hui un monsieur tout le monde ou pas? Bah, bien sûr. Donc, un monsieur tout le monde, ça veut dire quoi? C'est d'être un individu au même rang que n'importe lequel. Et ça vient aussi de l'éducation que j'ai reçue de ma mère, qui à un très jeune âge m'a appris, m'a inculqué que le respect qu'on doit aux gens ne dépend absolument pas de leur statut social. Et que qu'on soit devant un roi ou quelqu'un qui n'a pas de travail, qui est au Mhm. chômage, eh bien, on lui doit le même respect, et pas plus ni moins, d'ailleurs. Et c'est quelque chose qu'elle m'a vraiment inculqué, ça. Et qui fait que, bah, c'est vrai que je sois devant le pape ou devant le technicien le plus modeste, je vais avoir la même attitude. Il n'y a pas de raison. Et je pense que c'est très, très important. Et je pense que c'est une des choses les plus importantes à inculquer aux enfants, à très jeune âge, ça. Le C'est respect? le respect, mais le respect instinctif, d'être respectueux, mais en même temps de ne pas être impressionné par des fausses valeurs, et notamment par le statut social. Votre musique, justement, moi, quand je lis le livre, j'ai du mal à me dire que je pourrais écouter votre musique de la même manière parce que j'ai découvert la façon dont vous l'avez fait, le pourquoi de vous avez fait Oxygène, Equinox par rapport à l'air, par rapport à l'eau et tous les autres albums que vous avez fait. Est-ce que vous pensez que les gens auront la même oreille après avoir lu le livre ou pas? Alors ça c'est une question qui m'intéresse beaucoup, parce que je suis très curieux de savoir, et j'ai hâte justement d'avoir des réactions comme la vôtre. C'est-à-dire, est-ce que les gens vont écouter ensuite ma musique de la même manière? J'en sais rien. En plus, si on part du principe que l'oreille est une zone érogène, à partir du moment où on l'excite d'une autre manière, j'ai hâte de savoir ce qu'il en sera. Et c'est une des raisons pour lesquelles aussi j'ai mis aussi une playlist, parce que je trouve que souvent dans des livres, je ne comprends pas pourquoi c'est pas plus répandu qu'il y ait une playlist, surtout dans une autobiographie, dans un parcours de Mhm. vie. Euh, et donc j'ai décidé de mettre cette playlist où il y a 127 titres, ou 125 ou Mhm. 127, et qui en fait, donc ce qui paraît beaucoup, mais quand on pense pour chacun de nous, si on prend les morceaux qui nous viennent, qui ont marqué notre parcours, bah, finalement on a pas mal. Et c'est pas nécessairement les morceaux les plus connus, c'est pas nécessairement des morceaux. Enfin, dans mon cas, il y a effectivement voisine des trucs complètement différents, du Sacre du Printemps à David Bowie, en passant par Ennio Morricone ou Billie Eilish ou Kanye West Daft Punk. ou Daft Punk Ouais. ou les Sex Pistols, Mhm. Chet Baker, etc. Et parce que tous ces morceaux, pour une raison ou pour une autre, ont été marquants dans mon parcours jusqu'à maintenant. Une question, vous deviez... alors, j'ai pas bien suivi, parce que j'étais pas né à cette époque-là. Vous deviez aller normalement dans l'espace sur la navette Challenger qui a explosé. Vous avez fait un concert à Houston justement en hommage aux personnes qui étaient dedans et en hommage à tous les astronautes. Aujourd'hui, si on vous proposait d'aller dans l'espace, soit pour faire un concert, soit pour y aller tout court, est-ce que vous iriez? Alors, en deux mots, ce concert de Houston m'a été proposé. Et encore une fois, ce que j'explique aux gens qui imaginent que d'un seul coup, moi, j'avais décidé dans ma vie de faire que des gros concerts avec des millions de personnes, c'est un peu naïf de penser une seconde que c'est possible. C'est des choses qui m'ont été proposées à chaque fois. Mhm. J'ai jamais rien initié. Et en fait, à tel point même que ce concert de Houston, je voulais pas y aller. Moi, le Texas me branchait pas du tout. Je me Mhm. disais, bon, New York, oui, Los Angeles, oui, mais bon, là, comme ce que je dis, on peut être con à n'importe quel moment de sa vie. Et en fait, quand je vais là-bas, je tombe amoureux de cet endroit, des gens, du skyline, c'est-à-dire des buildings de Philip Johnson là, extraordinaires. Et donc, après la Concorde où j'avais expérimenté ces projections d'images géantes, je me dis, une toile incroyable. Et en plus, le fait de la NASA avec mon intérêt pour l'espace et pour le futur, etc., à travers ma musique, je me dis c'est incroyable de pouvoir collaborer avec la NASA pour un projet comme ça. Et en fait, la NASA va décider qu'en fait, qu'un des astronautes de la prochaine mission puisse jouer dans l'espace du saxophone et jouer en direct avec nous sur scène. Et donc, je compose ce morceau qui s'appelle Last Rendez-vous dans l'album Rendez-vous, Mhm. qui est un morceau de sax, puisque le gars jouait du saxophone. Ouais. Et on prépare tout ça, on devient très amis, on prépare tout ça, et tout était prêt pour pouvoir qu'il puisse jouer le jour J. Ron McNair, c'était ça. Ron McNair. Mhm. Et en fait, là, effectivement, c'est Challenger. Et 73 secondes après le décollage, quand il me dit, bon, bah écoute,
rendez-vous dans 3 semaines et regarde-moi la télé, regarde-nous décoller. Et 73 secondes plus tard, c'est la tragédie Challenger qui explose en vol. Et donc le concert, du coup, que je voulais arrêter, les astronautes me disent non, non, il faut que tu le fasses en hommage aux astronautes. Et ça va devenir, effectivement, encore aujourd'hui, le concert qui a réuni le plus de spectateurs aux États-Unis. Quand on pense, ce qui est totalement farfelu, quand on pense à ce qu'est l'importance des concerts aux États-Unis, que finalement un Français arrive, fasse ce concert qui reste encore aujourd'hui le concert avec le plus grand nombre de spectateurs. Et donc ce concert-là est tout à fait lié à cette idée que ce genre de projets sont des projets très, très vulnérables, en fait. C'est-à-dire jusqu'à la dernière minute, on ne sait pas si ça va avoir lieu. Alors, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Ouais, ça me donne un élément de réponse pour le coup. Mais est-ce que vous, du coup, non, est-ce que vous voulez aller dans l'espace? C'était ça ma question. C'était ça la question. Oui. Voilà, j'avais oublié. Et en fait, à cette époque-là, j'étais inscrit dans la liste puisque les civils commençaient à pouvoir être inscrits. Oui, pour Et je me redorer le blason de la voilà. NASA. Et je me souviens que il y avait 2 musiciens, et Johnny Rivers, le chanteur de country, musicien de country, et moi, on était dans la liste. Et puis la tragédie Challenger a tout stoppé le programme. Et en fait, ce moment-là a été d'ailleurs un moment déterminant où on a arrêté la conquête de l'espace. Et d'une certaine manière, ça a stoppé aussi pour toute la planète, notre vision de l'espace. Jusque-là, on se disait, après l'an 2000, 2001, tout ça, là, le monde va être complètement différent, les voitures voleront comme dans le 5e élément, etc., etc. Et puis, donc, on a perdu de vue le futur. Et c'est que depuis quelques années qu'à nouveau, on se remet à penser au futur, à l'espace, et à avoir une vision un peu de science-fiction avec la conquête de Mars, avec SpaceX, avec aussi l'intelligence artificielle, etc., etc. Mais donc, j'irais. Et donc, Arthur Clarke, qui était devenu un grand ami, l'auteur de 2001 Odyssée de l'espace, me disait, mais toi, un jour, tu feras un concert sur la Lune. Et je lui dis, mais Arthur, c'est pas possible, puisqu'il n'y a pas d'air. Il me dit, oui, mais tu trouveras bien un moyen. Donc, voilà. L'autobiographie est sortie début octobre. En français, elle va être traduite pour l'étranger. Vous avez un peu plus de 70 ans, je me permets de dire votre âge. Est-ce que ça veut dire Jean-Michel Jarre à la retraite ou pas? Ou est-ce qu'il y aura d'autres projets? Non, vous savez, les artistes, à partir du moment où le corps vous porte, la musique, c'est une addiction. Donc, il n'y a pas d'âge de la retraite. Enfin, en tout cas, pas pour moi. Et pas pour un certain nombre d'artistes, pour les artistes que je connais. Et la musique est une addiction, c'est en même temps une obsession d'essayer de faire l'album idéal ou le film idéal, et donc, du coup, de s'en rapprocher. Et donc, plus on va, plus on a même envie de faire mieux. Parce que plus on a l'impression de connaître aussi les erreurs qu'on a pu faire. Donc on essaie de polir son travail, quoi. Donc effectivement, j'ai d'ailleurs jamais autant travaillé de ma vie que ces 4 ou 5 dernières années. J'aurais sorti 5 albums en 4 ans, j'ai fait 250 concerts, je sors un livre, j'ai d'autres projets encore qui arrivent là. Et donc du coup, c'est pas du tout... le mot retraite est totalement étranger à mon vocabulaire. Une dernière question extrêmement personnelle. Je rajouterais quand même par rapport à la retraite, c'est que je me sens extrêmement privilégié de pouvoir dire ça. Parce que la majeure partie des gens ont raison de s'inquiéter pour leur retraite. Et je suis de tout cœur avec eux. Il se trouve que c'est pour ça que la vie d'un artiste n'est pas que rose. Il ne faut pas dire que c'est une vie idéale. Je pense que ce n'est pas non plus la meilleure voie pour, si on cherche le bonheur, il vaut mieux pas être un artiste. Mais en même temps, c'est une vie très privilégiée parce que justement, on ne vit pas dans les mêmes formats que la plupart des gens, pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs. Alors justement, une question très personnelle, vous le dites dans le livre, par moment, vous avez une sensation d'éternel insatisfait. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes heureux? Je pense que par respect pour les gens qui m'entourent et notamment pour ma femme, oui, je pense que je pense ne jamais avoir été aussi, disons, serein qu'aujourd'hui. Mais le bonheur, je pense que il faut se méfier de ce concept. Je pense qu'on a des moments de bonheur, des moments intenses qui peuvent être très simples, c'est-à-dire de se balader dans la forêt, d'être avec la personne qu'on aime sans nécessairement parler. C'est ces instants-là. Et je pense que le bonheur peut se définir justement plutôt par des instants de bonheur qu'une sorte d'état continu. Par exemple, le fait, effectivement,
de pouvoir accomplir un éternuement est un immense instant de bonheur aussi. Oui, ça soulage pour le coup. Ça soulage terriblement. Effectivement. Merci beaucoup Jean-Michel Jarre d'avoir pris le temps de répondre à nos questions pour France Bleu. Bonne continuation. Et je dois dire quand même que j'aime beaucoup France Bleu parce que France, c'était le prénom de ma mère, Oui. et bleu, c'est effectivement lié à l'espace, à Oxygène et à la couleur de mes pochettes. Donc France Bleu est toujours cher à mon cœur. Je vous remercie, vous êtes le bienvenu chez nous quand vous voulez. Je sais, merci beaucoup.